Bonjour, c'est un plaisir de saluer notre invité. Donc, nous allons briefer. Je salue mes collègues journalistes qui sont dans le Media Group Russie aujourd'hui, Россия сегодня, et les spectateurs qui vont voir l'émission directe sur notre site, dans les réseaux sociaux. Donc, profitant de cette occasion, je vous invite à vous abonner à nos chaînes Telegram. Donc, vous retirez les informations les plus récentes de tout ce qui se passe ici au centre multimédia Russie сегодня. Donc, nous recevons aujourd'hui l'archéologue historien français, président du fonds de la Fondation des initiatives historiques russes françaises, ancien député du Parlement français, Pierre Malinovski. Pierre, merci d'avoir trouvé le moment de vous joindre à nous, à notre conférence de presse. Donc, nous allons parler de la mémoire historique, des perspectives, de l'instauration des relations entre la Russie et la France grâce à la diplomatie populaire, en nous inspirant de notre passé historique. Nous parlerons de nos projets historico-culturels où participent des chercheurs tant russes que français. Et bien sûr, nous parlerons de la mémoire des héros tombés pour leur patrie. Je sais que vous, Pierre, dans votre activité professionnelle, vous faites des efforts pour resserrer les liens entre nos deux pays. Vous réalisez des grands projets visant à préserver la mémoire de notre histoire commune et de nos héros. Vous êtes prêt à nous parler d'un de ces projets aujourd'hui en France, à Reims, près de Reims, récemment, grâce à votre expédition. Au début d'octobre, nous avons trouvé des épouses de 6 soldats russes, membres du corps expéditionnaire russe pendant la Première Guerre mondiale. Donc, on voudrait vous entendre parler d'abord de ce projet-ci. À vous la parole. Il faudrait que vous appuyiez sur ce bouton. Merci à tous. Merci beaucoup de m'inviter. Je vais vous raconter aujourd'hui le projet que nous avons réalisé pendant une année, qui est un des plus grands projets de notre fondation. On a déjà réalisé entre 10 et 12 projets, dont certains ont fait le tour du monde, comme la découverte du général Gudin en 2019. Mais ce projet, il a, on va dire, une saveur particulière, puisque actuellement, entre la France et la Russie, il y a très très peu de canaux ouverts. Et il fallait trouver un projet qui resserre les liens. Et c'était assez compliqué de trouver, on va dire, le symbole éternel. Et un jour, j'ai discuté avec l'ancien ambassadeur de Russie en France, qui s'appelle Alexander Orlov, et qui m'a dit, tu sais Pierre, il y a 2 symboles éternels entre la France et la Russie. Il y a le Normandie-Niemen et le corps expéditionnaire russe. Et le corps expéditionnaire russe, on en parle quand même relativement peu, mais ce sont quand même 20 000 soldats russes qui sont venus pour la première brigade de Moscou par Vladivostok jusqu'en France, et 5 000 d'entre eux sont morts en 3 jours, le 16 avril 1917. Et aucun soldat n'avait jamais été retrouvé jusqu'à présent. Et avec leur nom, on va dire, il y avait une chance sur 1 million. Et nous avons découvert déjà 6 soldats, 5 avec leur plaque d'identité, 1 malheureusement inconnu, et il en reste environ 17. Et je vous raconterai dans les minutes à venir. Я также знаю, что уже прошло торжественное... Qu'il y a déjà eu, on a déjà enseveli, mis en terre des restes déjà identifiés de 5 soldats. Et donc, nous avons découvert les soldats, on va dire officiellement, une fois que nous avons découvert, il y a un protocole en France. Donc c'est la gendarmerie et la police qui vient sur place, qui regarde, qui fait l'enquête criminelle. Et une fois que le procureur de la République a classé l'affaire judiciaire en affaire culturelle, ça devient culturel. Donc ce sont les archéologues français qui viennent récupérer les corps sur place et qui doivent définir la nationalité en trouvant 3 objets. C'est 3 objets par eux-mêmes. Donc nous, on ne touche absolument pas au corps. Donc les archéologues sont venus et ils m'ont dit, sur 300 soldats à peu près que l'on retrouve, il y a une chance sur 300 qu'on retrouve une plaque d'identité. Déjà, ils ont trouvé plus de 3 objets russes sur chaque soldat, donc ils ont dû annoncer officiellement le même jour que c'était des Russes. Et le chef des archéologues, ici que vous pouvez voir, Yves Desfossés, est venu me voir et me dit ils ont tous leur plaque d'identité.
Et nous avons directement, 2 jours après, grâce aux archives russes et françaises, nous avons pu retrouver tous ces soldats dans les listes d'engagés. On sait qu'ils ont tous entre 17 et 19 ans, donc c'était des enfants, sauf un seul qui a 39 ans, qui s'appelle Bouchaïev, et on vient de découvrir que son fils s'est engagé avec lui le même jour et il est encore sur place. Ils sont venus tous les deux du même village, le père et le fils a 17 ans, et il fait partie des 17 soldats qui restent encore dans la fosse, et que la France va les exhumer dans 1 mois en faisant des fouilles officielles. Donc ils sont très très ouverts sur le sujet. Et là, cette histoire est incroyable. Le père et le fils russes venus de 3-4 000 kilomètres, venus mourir pour la France, c'est une histoire incroyable. Et donc la France a déjà enterré 3 soldats en France à Saint-Hilaire-le-Grand, dans le cimetière militaire russe, avec les honneurs militaires. Ils ont financé les funérailles, ils ont fait ça quand même, on peut reconnaître très très respectueusement. Et pour les 3 autres soldats, bien sûr, ils ont envoyé une lettre officielle à l'ambassadeur de Russie en France, une lettre, on va dire, très très respectable, vous pourrez peut-être vous la procurer, où la ministre des Anciens Combattants en France explique qu'elle rend hommage aux soldats russes morts en France, qu'il en reste 3 et qu'ils continueront les fouilles. Et surtout, la France va financer le voyage de 2 membres de chaque famille en France. Donc c'est ça surtout l'élément, on va dire, qui fait toute l'importance du projet, c'est que c'est le seul, on va dire, bridge, même en français, le pont, on va dire, diplomatique entre nos 2 pays, c'est grâce à ce projet. Et donc là, maintenant, la France officiellement va inviter 2 membres de chaque famille en France pour venir se recueillir sur les tombes de ces soldats. Да, спасибо. Merci Pierre. Maintenant, entre la Russie et la France, les relations ne sont pas être très simples. Vous avez pu obtenir du gouvernement français un financement pour ce projet. C'est quelque chose de très important pour nos relations bilatérales, malgré tout. Mais déjà, à la cérémonie pendant ces obsèques, les représentants, les Russes, ont-ils été présents? L'ambassade russe à Paris, peut-être les représentants de la diaspora russe en France, peut-être, qui étaient là? Et on va dire la petite question polémique. Pour le moment, pour les 3 premiers soldats, la France a décidé, mais c'est parce que le dossier, ça on peut l'annoncer, il a été pris en main directement par le président de la République, ça on le sait. C'est lui qui prend les décisions en France, mais la France a pris ça, on va dire, très très bien, que ce soit le ministère de la Défense ou le ministère de la Culture, ils ont vu qu'il n'y avait aucune polémique, ce sont des soldats russes morts pour la France, et on ne peut pas critiquer des soldats qui sont venus se battre pour nous, pour notre guerre patriotique, parce que nous, la Première Guerre mondiale, c'est notre guerre patriotique, on a 1 400 000 morts, les Russes 2 millions de morts, même en Russie, on parle quand même beaucoup moins de la Première Guerre mondiale, parce qu'il y a la Seconde Guerre mondiale avec 20 millions de morts. Mais en France, nous, la Première Guerre mondiale, toutes les familles ont été touchées. On a tous un grand-père ou un arrière-grand-père qui a fait cette guerre. Donc, on a, on va dire, un respect énorme pour les soldats russes qui sont venus se battre à nos côtés pendant cette guerre tragique. Et donc, lorsqu'on a retrouvé les soldats, normalement, souvent en France, ils enterrent les soldats en plusieurs mois, voire années. Là, ils ont été très très vite. En 3 semaines, ils ont enterré les 3 premiers. Malheureusement, mais après, c'est pas à moi de juger, hein, ils n'ont pas invité de représentants russes pour les premières funérailles, mais ils ont fait une lettre officielle de la ministre. La lettre, elle est parfaite, on ne peut pas la critiquer, où ils expliquent que 3 soldats sont enterrés, ils n'ont vu aucune polémique, il y en a encore 3, donc après à décider si la Russie veut les rapatrier, si la Russie veut... Maintenant, c'est les discussions diplomatiques, vous savez, nous, une fois qu'on a fait la partie historique, on s'arrête. Et surtout, ils annoncent qu'ils vont inviter les familles. Donc, on ne peut pas trop demander comme ça, c'est pas moi qui décide de la diplomatie, on va inviter l'ambassadeur, ils lui ont fait une lettre très propre, très respectueuse, mais après, je vous dis, c'est de la diplomatie, c'est à un niveau supérieur que le mien, quoi. Merci. Je vois sur l'écran cette affiche qui montre quoi? C'est vous qui avez porté ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Après de Reims, au moment des obsèques, qu'est-ce qu'il dit?
Projet, on fait un logo pour chaque projet, donc c'est Irina ici qui l'a créé. En fait, j'ai pris le monument russe de Koursi parce qu'à Koursi, le président Vladimir Poutine voulait s'y rendre en 2014 et pour inaugurer ce monument. Malheureusement, il y a eu des petits problèmes diplomatiques réguliers et le président Hollande a annulé sa visite en France. Donc, c'est le ministre de la Culture de l'époque, Vladimir Medinsky, qui est venu inaugurer ce monument. J'étais présent à Koursi, qui rend hommage à la première brigade russe. Et au lieu de faire un monument, on va dire, trop martial, trop militaire, ils ont décidé, le sculpteur, de faire un soldat russe du corps expéditionnaire, mais avec une petite fille française de Koursi, du village qu'ils sont venus libérer. Parce que les Russes, il faut savoir, cette bataille de Koursi, aucun soldat n'avait jamais été retrouvé avant nous, mais surtout, c'est la seule victoire de la bataille du 16 avril 1917. Le 16 avril 1917, il y a eu 250 000 morts en moins de 2-3 semaines, et les Russes ont perdu 5 000 soldats, mais les Russes ont réussi à prendre le village de Koursi. Ça fait partie des seules victoires du 16 avril. Et donc, pour leur rendre hommage, on a fait, la Russie et la France ont fait ce monument qui est magnifique, hein, qui est absolument magnifique, et qui représente à lui seul toute l'amitié franco-russe. Et je voulais le diffuser à travers notre projet pour les soldats, puisque je ne voulais pas poster la photo d'un soldat mort. C'est plus beau de voir ce symbole de la petite fille qui est libérée, la petite fille française qui est libérée par le soldat russe. Да, очень символичный для нашей. Oui, c'est très symbolique, c'est un monument très symbolique pour notre histoire commune. Ce soldat russe, mais avec un enfant français pendant la Première Guerre mondiale. Vous avez beaucoup de projets qui lient l'amitié, l'histoire de nos pays. Vous avez déjà mentionné la dépouille du général Gudin près de Smolensk que vous avez retrouvé, qui a été inhumé ensuite en France. Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à ces projets dès le début? Qu'est-ce qui vous a motivé dans votre démarche? Je vais vous avouer que, en fait, je ne connaissais pas la Russie jusqu'en 2014. J'ai été militaire en France, ensuite j'ai travaillé au Parlement européen. Et la Russie, je ne connaissais pas vraiment. Et un jour, on m'a dit, tu vas aller en Russie et puis tu vas faire... Mais ça, c'est la partie où j'ai fait un peu de politique pendant quelques temps. Et que la première fois que je suis arrivé à Moscou, je me suis dit, wow, ce pays est génial. Les gens sont géniaux. Et je me suis dit, faut que je crée quelque chose, une idée originale. Et je me suis dit... Les Russes, j'ai vu le respect qu'ils avaient pour toute l'histoire commune entre la France et la Russie, parce que, à savoir, quand vous êtes français, que vous arrivez en Russie, bienvenue. Hein. Vous êtes les Russes aiment la France, on leur rend pas toujours, et on va dire, ils nous aiment beaucoup. Et moi, je me suis dit, je suis très bien reçu ici, et voilà, peut-être que je pourrais créer quelque chose. Et je me suis dit, il faut que je trouve un symbole à chaque fois, quelque chose qui touche les gens, qui touche la diplomatie, qui touche les médias, parce que voilà, les projets, ce qui est important, c'est aussi de faire rêver les gens et de leur changer un peu la tête. Vous savez, quand ils regardent un reportage de 3-4 minutes à la télé, par exemple, sur ces soldats russes, ça a été diffusé en France sur la première chaîne, sur TF1. Là, il y a le New York Times qui va publier prochainement 2 pages sur l'histoire, alors que ce sont des soldats russes. Et à travers le monde, c'est très bien de faire connaître cette histoire, ce genre de projet, de jeunes gars de 17-18 ans, comme vous voyez sur la photo, qui sont venus de l'autre bout du monde à l'aventure pour venir se sacrifier pour la France. Et ça, c'est important de ne jamais l'oublier. Et donc, moi, quand je suis arrivé en Russie, je me suis dit, je vais créer une fondation, et je vais trouver des projets. Mais tant que je n'ai pas réussi un projet complètement, on va dire, je ne l'ai pas terminé avec un succès, j'en commence jamais un autre. C'est pour ça qu'on n'en fait pas, on en fait 1 ou 2 par an, à part en 2021, on en a fait 6, mais sinon on en fait 1 ou 2 par an parce que c'est très compliqué. Ce projet-là, par exemple, j'ai eu l'idée il y a 1 an et demi, et j'ai fait 1 an de fouille pour le trouver. Donc c'est 1 an. Sur 1 an, j'ai fait 7 mois à fouiller moi-même, puisque déjà, il y a des archives à trouver. Les archives, elles viennent des États-Unis. Donc, pour négocier avec les Américains, j'ai mis beaucoup de temps. Mais ils m'ont tout envoyé, puisqu'en 1917, lors de la révolution bolchevique, il y a beaucoup de Russes qui sont partis, qui ont émigré aux États-Unis. Et toutes les archives, comme toute la liste de ces soldats que j'ai ici, elles sont aux États-Unis, à San Francisco. Ils m'ont tout envoyé, parce que je leur ai expliqué, je fais des recherches en France, mais il me faut la liste des soldats, il me faut tout. Ils ont dit, allez. Et ils nous ont tout envoyé. Donc ça, c'est exceptionnel. D'ailleurs, on donnera les archives à la Russie. Et donc, déjà, c'est un travail d'archives qui est très, très long. Et ensuite, pour retrouver ces soldats-là,
Honnêtement, c'était très compliqué. C'est pour ça qu'on a mis plus d'1 an. On a dû faire 300 hectares. On a dû faire peut-être 2500 trous pour pouvoir les trouver, puisque ils sont à plus de 2 mètres de profondeur. La Première Guerre mondiale, c'est pas la Seconde Guerre mondiale. Ça a été qu'une seule journée d'attaque. Même s'ils ont eu beaucoup de tués, c'est très très difficile de pouvoir les localiser. Mais maintenant qu'on en a trouvé un, ils sont tous ensemble et il y en a entre 17 et 23. Ça veut dire que vous montez 1-2 projets par an. Depuis 2014-2015, vous avez eu combien de projets au total? Alors là, il faut regarder notre site parce que même moi, je les oublie tellement on en fait. Pour moi, je garde les principaux, on va dire, qui ont été les plus importants. Avant, je classais vraiment Gudin en top 1 parce que Gudin, c'est vraiment unique, ça fait le tour du monde. C'est un général de Napoléon, c'est la première fois qu'on retrouve un général. C'est comme retrouver une aiguille dans une botte de foin. Et surtout, c'est tout ce qui s'est passé ensuite. On a réussi à le rapatrier en France et l'enterrer aux Invalides à côté de Napoléon. Ça, c'est unique dans l'histoire. Donc ce projet, c'est magnifique. Mais pour moi, je ne dis pas ça parce qu'on en parle aujourd'hui, mais le projet, on va dire, le plus symbolique, le plus compliqué et le plus beau, c'est celui-ci. Pour moi, c'est celui qui a le plus d'importance parce que déjà, ça a été le plus dur. J'ai mis plus d'1 an et demi pour pouvoir trouver ces soldats russes. La situation actuelle, qui est quand même assez compliquée entre la France et la Russie, on ne va pas se cacher. Et ce pont qu'on va créer, on va dire, c'est le seul pont de discussion possible positive entre la France et la Russie. Et nous, c'est ce qu'on voulait. Mais maintenant, comme on a expliqué, c'est important qu'on se retire. Une fois qu'on a fait le côté historique, c'est important que ce soit les officiels maintenant qui discutent, surtout que le gouvernement accepte de nous aider pour retrouver les familles, parce qu'en Russie, c'est très compliqué. En France, je vais sur Internet, on trouve les familles des soldats. En Russie, ça fait 100 ans. Allez, en Sibérie, on a tous les villages. Déjà, on a retrouvé quand même toutes les archives en Russie sur ces soldats-là. Donc, on a tout leur acte de décès, on a toutes les listes où ils sont mentionnés, on sait leur âge, on sait d'où ils viennent. Mais pour retrouver les familles, ça va être un travail très important parce que le but final pour nous, il y a 2 buts maintenant. C'est une discussion entre les boss et aussi que les familles viennent en France, puisque c'est la France qui va financer l'invitation des familles. Mais pour le symbole final, il faut absolument que les familles, on les retrouve avec des documents officiels et qu'ils puissent venir en France et pouvoir se recueillir sur les tombes de leurs ancêtres. Et donc pour terminer, 8 des projets, pour moi, donc c'est Gudin, celui-ci, et le prochain projet que je rêve de faire, je peux vous le dire aujourd'hui en exclusivité, on va dire, je rêve de faire un projet à Borodino. On en parlera plus tard, mais moi, c'est vraiment le symbole suprême de l'histoire franco-russe. Bon, on n'était pas amis à ce moment-là, mais Borodino, pour la réconciliation, de faire travailler des équipes franco-russes à Borodino, ça, c'est un projet que j'ai en tête et que je rêve de faire. Parmi vos projets, il y a le projet qui est consacré à la Seconde Guerre mondiale, Normandie-Yémen. Il y a le projet autour de la bataille de Stalingrad. Et il y a aussi le projet autour de la guerre de Crimée. Vous avez visité la Crimée? Alors, c'était comment? J'y vais souvent, ça je ne me cache pas. La Crimée, c'était un projet, c'était quand même incroyable, puisque c'était en 2020, c'était en plein Covid, et surtout, j'ai eu des officiels français du CNRS qui sont venus en Crimée. Bon, après, ils ont été un petit peu, bon, ils ont eu interrogés, on va dire. Mais ils sont venus, ils ont eu le courage de venir, parce qu'il me fallait des spécialistes, vous savez, anthropologues, archéologues, et puis des volontaires. Donc on a une quinzaine de Français qui sont venus. Et on a retrouvé beaucoup de soldats français, un Anglais et des Russes. Et surtout, on a pu inhumer les 300 soldats français qui avaient été... on va dire, retrouvés en 2013, mais vous savez, stockés après et pas enterrés. Et on a réussi à organiser les funérailles. Donc la Russie accepte même d'organiser des funérailles de soldats qui étaient ennemis à l'époque, parce que ces pauvres gars, ils n'ont rien fait. Ils sont venus, ils ont été envoyés par Napoléon III en Crimée, et ils sont venus faire la guerre ici, et de pouvoir les inhumer, c'était une chance exceptionnelle pour nous. Et sinon, Stalingrad, ah oui, ça c'était un projet exceptionnel aussi. Stalingrad, pour moi, les projets, on essaie toujours de faire quelque chose d'exceptionnel, parce que Stalingrad, j'ai réussi à faire venir vétérans américains, français et russes tous ensemble, alors qu'ils ont 100 ans. Donc faire venir les Américains, faire venir le français, vous savez, c'est beaucoup de risques déjà, parce qu'ils sont très âgés. Mais ils m'ont dit que c'était le plus beau jour de leur vie. On a inhumé les soldats au Mamaïev-Kourgan, vous avez vu, je pense, et qu'il y avait les vétérans qui étaient là et qui voyaient leurs camarades une dernière fois. C'était très, très émouvant. Je pense que nos projets sont quand même, dans l'ensemble, très positifs, et ont un bel impact médiatique puisqu'ils intéressent les gens. Juste au moment où on a terminé le résultat, on laisse la place à la diplomatie et on se retire.
Avec quels chercheurs russes vous coopérez dans vos projets, qui vous aident et qui vous soutiennent? Ou bien ce sont plutôt des bénévoles, peut-être des instituts de sciences en Russie, qui vous soutiennent? Maintenant, on va dire, avec tous les projets qu'on a faits, on collabore à peu près avec tous les ministères et très positivement. Par exemple, avec le ministère de la Culture, on s'entend très très bien avec Madame Lubimova qui nous a toujours soutenus. L'Académie Naouk, l'Académie des sciences, pareil. Monsieur Makarov, qui est le chef de l'archéologie, on a tous nos projets, on les a fait presque tous avec lui. Et ça se passe très très bien aussi. Avec l'administration du président, c'est pareil, il nous supporte, les chercheurs aussi, le ministère de la Défense, le MID. En fait, en Russie, on a toutes les portes ouvertes à partir du moment où je présente un projet concret, propre, vous savez, pas polémique, il faut... Voilà. Mais on me laisse totalement carte blanche, parce que j'ai déjà entendu, on me dit, vous êtes... de l'influence pour la propagande russe, absolument pas. Je n'ai jamais reçu, on va dire, un ordre ou quoi que ce soit, fais ce projet ou quoi que ce soit. Je trouve les idées, je cherche une idée originale, je crée le projet, je creuse moi-même, je fais tout seul. Mais avec une équipe et sous, bien sûr, la loi russe, ce qui est normal. Et quand je fais des projets en France, c'est pareil. Une fois que je trouve des soldats, il y a tout un protocole qu'on respecte. On va dire judiciaire, archéologique, et voilà, ça se fait comme ça. Nous, on crée le projet, on a le résultat, mais ensuite, il y a des lois et on les respecte. Merci. Votre rêve, c'est de commencer le projet à Borodino, c'est la guerre de 1812, c'est ce qui vous intéresse actuellement? Pourquoi? Alors, ce qui m'intéresse actuellement, bien sûr, c'est de terminer ce projet, puisque pour moi, il sera terminé lorsqu'il y aura les familles retrouvées et surtout une discussion vraiment officielle, que la France accepte de parler avec la Russie. Bon, c'est bien parti, mais après, je vous dis, maintenant, moi, c'est plus moi qui décide. Mais pour moi, dans ma tête, je suis déjà dans Borodino aussi. Parce que Borodino, je veux le faire déjà depuis 2 ans. Après, il y a eu la situation qu'on connaît actuellement. Et il fallait que je trouve d'abord un projet pour montrer à la Russie, regardez, il y a encore des choses possibles avec la France. Et ce projet, pour moi, c'est un projet d'humanité, puisque c'est des soldats russes venus mourir pour la France. Je le répète, mais c'était le seul projet possible pour relancer tout ce qu'on faisait. Sinon... c'était pas possible de faire Borodino en ce moment avec la situation actuelle, quoi. La France et la Russie, en ce moment, ils sont pas du même côté, on va dire. Donc Borodino, c'était pareil. Maintenant, je pense que ça va être tout à fait possible. Après ce projet positif, je peux en faire un autre positif sur Borodino. J'espère qu'on me donnera les autorisations. Et là, je promets vraiment de faire le plus beau projet de ma carrière si la Russie me fait encore confiance. Merci beaucoup. Je ne suis pas seul à poser des questions. Nous avons dans la salle des journalistes ou bien des visiteurs. Vous pouvez nous envoyer des questions sur le site web. Chers collègues, s'il vous plaît, les collègues qui sont dans la salle, vous pouvez poser vos questions. N'hésitez pas. Dans ce cas, je lis une question en ligne. Constantin Bobrov pose la question. C'est un simple russe. Un film de Ridley Scott qui parle de Napoléon vient de sortir. Comment on perçoit cette campagne de la Grande Armée en Russie, à l'Occident, et cette guerre est conçue par les historiens comme une provocation d'Alexandre Ier. Quelle est la conception de cette guerre en Occident maintenant? J'ai suivi bien sûr l'histoire de ce film. Après, moi, je ne vais pas au cinéma. J'aime la réalité, on va dire, la réalité historique. Donc moi, je vis les projets à travers l'archéologie, à travers les archives, à travers l'histoire. Donc le film, je ne l'ai pas vu. Peut-être je regarderai un jour si j'ai rien à faire. Mais en France, je sais juste qu'il est très mal reçu, très très mal. Il y a un tollé, on va dire, médiatique de tous les experts, historiens et même téléspectateurs qui disent que le film est nul.
nul. Donc ça, moi, je l'ai pas vu, donc je peux pas juger. Bon, ça a l'air nul déjà parce que le monsieur, l'acteur, ne représente pas du tout Napoléon. Et puis, on a regardé la bande-annonce, ça fait trop américain, enfin, ça fait chaud américain. C'est pas du tout, c'est pas comme ça que ça s'est passé. À Borodino, ils verront comment ça s'est passé. Et donc voilà, en France, à savoir, c'est par contre la seule chose qui est positive, c'est qu'on reparle de Napoléon partout. Je dois l'avouer, moi, je suis un admirateur, on va dire, invétéré de Napoléon. Voilà, Napoléon, pour moi, c'est un des plus grands personnages de tous les temps. Bon, il est français, c'est comme ça. Mais voilà, sa seule erreur, c'est d'avoir attaqué la Russie, ça, on le sait. Et d'ailleurs, il l'a payé très cher, puisque ça a été le début de sa fin. Mais aujourd'hui, on va dire, c'était pas une guerre, vous savez, comme la Seconde Guerre mondiale, Napoléon. D'ailleurs, les Russes le comprennent très bien. Vous demandez à des Russes, est-ce que vous aimez bien Napoléon? Ils vous disent, oh, il est venu nous attaquer, mais l'empereur, quand même. Il y a un grand respect chez les Russes sur Napoléon. Et en France, je trouve que depuis Gudin, déjà, ça a été reçu quand même très très positivement. C'est même les gens, à travers les réseaux sociaux, qui ont poussé, on va dire, Macron à faire un décret officiel pour pouvoir enterrer Gudin aux Invalides à côté de Napoléon, puisque c'est toujours le peuple en fait qui décide quand même. Et en France, tous les gens qui ont dit mais on doit honorer ce général qui était un des plus proches de l'empereur, qui est venu mourir en Russie pour la France, et que la Russie accepte de rendre à la France pour qu'il soit inhumé. Et c'est arrivé, c'est quand même exceptionnel. Donc en France, Napoléon, quand on dit qu'il est mal vu, mal perçu, ouais, peut-être pas. Allez, dans l'ensemble, ce que je peux dire, c'est qu'en France, on a un grand respect quand même pour notre histoire. Et la nouvelle génération que je vois actuellement, quand on leur parle de Napoléon, je trouve ça un peu plus positif qu'il y a quelques années. En Russie, j'en parle pas, hein, parce que Napoléon, je sais que vous l'aimez bien quand même. Ouais. Oui, bien sûr. Je n'ai pas vu ce film non plus. J'ai lu la critique et je le confirme. Vous avez en Russie d'autres occupations, vous faites des conférences. Valentine Bespalov, question. L'histoire de la France est très populaire parmi les étudiants russes. Est-ce que vous travaillez avec les étudiants russes? Est-ce que cette école historique qui parle de la France en Russie a de renommée internationale? Alors avec les étudiants, j'ai donné beaucoup de conférences pendant des années sur le corps expéditionnaire d'ailleurs aussi, jusqu'à Vladivostok, hein, dans les universités fédérales de Russie, à Ekaterinbourg, à Saint-Pétersbourg, au MGIMO, je ne sais même plus, enfin dans beaucoup d'universités. En France, j'ai donné aussi plusieurs conférences, mais à savoir, c'est que depuis quelques années maintenant, beaucoup moins. Je prends par contre à chaque fois des étudiants volontaires, on les finance, on prend des étudiants russes et français pour tous nos projets. À chaque fois, parce qu'on veut éduquer en gros la jeunesse. Donc on a beaucoup de jeunes entre 18, il faut qu'ils soient majeurs, entre 18 et 22 ou 23 ans. On prend une dizaine d'étudiants pour chaque projet. Bon, bien sûr, un CAPAT, hein, ça creuse tous les jours, mais ils adorent. À Stalingrad, il y avait une ambiance exceptionnelle entre les jeunes et les archéologues professionnels. Donc ça, on le fait. Par contre, avec les universités, je vous avoue, c'est que, enfin, avec les écoles, on n'a pas vraiment le temps. Par exemple, parce que ce projet-là, juste pour vous le répéter, mais en gros, c'est moi-même qui creuse, parce que pas le choix. Pendant un an, je creuse, donc conférence, j'étais pas sur le sujet. Maintenant que le projet est terminé, est en bonne voie, et c'est un succès, s'il y a une invitation d'une université qui me demande de raconter l'histoire, j'accepterai. Mais je peux pas donner une conférence toutes les semaines, parce que je suis déjà, je vous dis, dans le prochain projet, en fait. Voilà. Les étudiants, est-ce qu'ils ne désertent pas les lieux des fouilles? Est-ce qu'ils n'ont pas peur des difficultés? Et ils veulent rester pour toujours. Croyez-moi que je n'ai jamais... On reçoit toujours ils gardent des souvenirs pour la vie. Parce que les projets sont passionnants, parce que l'aventure est très très bien, parce que... Bon, bien sûr, je suis un tyran, mais quand j'organise un projet, je suis vraiment très très strict, mais c'est normal. J'aime bien tout contrôler, que tout se passe bien. Mais par exemple, quand je repense aux jeunes qui étaient au projet de Stalingrad, que ça soit en Crimée, que ça soit tout ça, que ça soit aussi sur le projet du corps expéditionnaire en France qu'on avait fait en 2015 sur la 3e brigade, et tout le monde garde des souvenirs exceptionnels. Je pense qu'ils vivent des choses qu'ils ne pourront pas vivre ailleurs, de pouvoir
toucher à l'histoire, de pouvoir, on va dire, s'approprier à être archéologue pendant 2 semaines, de retrouver des soldats, puisqu'il faut savoir, c'est que les films, tout ça, comme vous dites, c'est beau, mais ça, vous oubliez aussitôt. Quand vous découvrez vous-même le corps d'un soldat, que vous comprenez que ce squelette, c'était un jeune de 20 ans qui est venu combattre sous l'enfer des bombes et tout ça, ça vous touche pour l'éternité. Et donc, il garde un souvenir éternel pour tous. Je sais que ceux qui ont découvert Gudin, les archéologues, même russes professionnels, qui avaient déjà une expérience énorme, comme Tatiana, qui est l'anthropologue de l'Académie des sciences, elle avait déjà trouvé peut-être 2-3 000 soldats en tout. Mais Gudin, un général, vous imaginez, de faire au pinceau, vous dites, ce mec, ce monsieur-là, il était ami avec Napoléon et il est mort à côté de lui, Napoléon. Vous voyez? Donc ça touche pour l'éternité. Nos projets, je pense, oui. Moi, on n'a jamais reçu de critique parce qu'il n'y a pas à critiquer nos projets. Je pense qu'ils sont très bien. Moi, on peut me critiquer, mais pas les projets. Et vous-même, est-ce que ce travail de recherche vous a-t-il enrichi? Vous avez peut-être appris des choses nouvelles sur l'histoire de notre pays que vous ne connaissiez pas avant? Si je suis toujours là et que je fais ça, c'est oui, absolument. J'en ai fait ma vie, en fait. Moi, depuis que j'ai 5 ans, mon père, quand j'avais 5 ans, moi, c'était tous les week-ends, on devait aller dans les tranchées pour aller chercher des soldats de la Première Guerre mondiale. Donc, depuis que je suis petit, moi, j'ai trouvé mon premier corps de soldat, j'avais 5 ans. Donc, moi, j'en ai fait ma vie. C'est pour ça que je suis parti aussi dans l'armée, parce que je rêvais d'aventure. J'ai fait 8 ans d'armée. Et ensuite, je me suis dit, pour moi, la plus belle histoire où je peux faire des projets, c'est entre la France et la Russie. Parce que la fondation que j'ai créée en Russie, j'aurais pas pu la créer en France. Hein. Ça, faut le savoir. La Russie m'a donné une opportunité et comment dire, une liberté d'action que je n'aurais absolument jamais eu en France. Même pour le financement, pour financer des projets pareils, me donner des autorisations. Parce qu'en Russie, il y a beaucoup de lois. Donc on me disait, tu verras, avec l'administration en Russie, ça va être très compliqué et tout ça. À chaque fois que j'allais présenter mes projets, ils me disaient, bon, parce que j'arrive avec une idée concrète, réalisable et surtout positive. On m'a toujours dit, fais-le. Fais-le. Et voilà. On m'a jamais contrôlé de me dire, est-ce que tu... Voilà, moi je viens avec une idée, je fais le projet et je reviens avec les résultats. Et ça en Russie, c'est exceptionnel. Et moi, si vous voulez savoir si ça m'a enrichi, bah, j'ai 36 ans, j'ai découvert un général de Napoléon, enfin, je viens de trouver des soldats russes en France. Je pense que oui, c'est... Voilà. Mais moi je le répète, mais... Pour moi, dans ma tête, j'ai un projet, Borodino, par exemple, c'est juste unique, parce que tout le monde connaît Borodino dans le monde entier. En France, c'est la Moskova, et pour les Russes, c'est Borodino. Ce que j'aime dans ce projet, c'est que ce sont les deux, pour chacun de notre côté, c'est une vision différente. Vous avez gagné, les Français ont gagné. Bon, moi, je suis franco-russe, donc moi, comme ça, je peux dire, je suis entre les deux. Mais voilà, c'est le projet parfait. Donc ça, je suis jamais rassasié de mes projets, vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que une fois que j'ai terminé un projet, je me repose pas sur mes lauriers à me dire ah, qu'est-ce que j'ai fait? Non, moi je suis déjà sur le prochain. Cette passion de fausse archéologie, c'est votre père qui vous l'a inculqué dans votre enfance. Ne souhaiteriez pas publier un livre, raconter, évoquer des projets que vous avez déjà faits, peut-être, et évoquer aussi l'avenir sur le champ de Borodino? Vous n'avez pas essayé, vous essayez à l'écriture? J'ai publié, malheureusement il n'est pas traduit en russe, peut-être pour ça vous ne le connaissez pas. J'ai publié un livre en 2021, à la recherche du tombeau perdu, donc c'est toute l'histoire du général Gudin. C'est préfacé par Madame Hélène Carrère-Dancos, qui était la présidente de l'Académie française, qui était très connue en Russie, d'ailleurs qui aimait beaucoup la Russie. Elle m'aimait bien, on avait une très bonne relation. Malheureusement elle est décédée cet été. Et donc mon livre est écrit avec elle, voilà, et voilà, peut-être qu'un jour je le ferai traduire en russe, on m'a déjà demandé, mais comme je vous dis, une fois que j'ai fini quelque chose, je suis quelqu'un qui est, on va dire, très actif, et j'ai beaucoup de mal à rester assis ou quelque chose. Je pense que vous comprenez, moi tout de suite, il faut que je retourne sur le champ de bataille et que je reprenne les affaires courantes. Donc peut-être que quand je serai vieux, dans quelques années, j'écrirai un nouvel ouvrage pour raconter tous les projets, toute l'aventure en Russie. Mais tant que pour moi ma mission n'est pas terminée, tant que je n'aurai pas... Le jour où j'aurai plus d'idées, j'arrêterai en fait. Le jour où je n'aurai plus d'idées qui puissent avoir un tel impact, on va dire, très important, j'arrêterai. Je ne ferai jamais des projets juste pour ma petite personne. Il faut toujours trouver une idée unique. Et voilà, c'est comme si je me dis, je vais vouloir trouver Alexandre le Grand ou Cléopâtre, quoi. Mais c'est des projets, c'est compliqué, hein.
Ну да, это не связано с российско-французской историей. Ça n'a rien à voir avec l'histoire russo-française, oui. Вновь обращаюсь. Donc, je m'adresse aux journalistes ici présents. Donc, des questions. Vous avez des questions pour notre invité? Donc, vous avez si bien raconté des choses, donc il n'y a pas de questions. Il me reste qu'à vous remercier d'avoir trouvé le temps, les forces pour venir ici. Vous attendons avec votre livre qui sera traduit en langue russe ce jour. Nous allons faire la présentation ici, dans notre centre de presse. Et nous attendons les résultats de l'expédition sur le champ de Borodino. Nous sommes prêts à connaître les résultats. Merci. Je vous souhaite bon courage à vous dans votre affaire. Grave affaire. À bientôt.